Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, avec Jérôme Blanchet-Gravel, comment ne pas parler de l'économiste libertarien d'extrême droite à la ça? C'est sûr qu'on parle de ça. Salut Jérôme. Bonjour, messieurs. Jérôme, d'habitude, on termine le podcast avec les petites plugs pour Libre Média, des choses qui sont à surveiller, tout ça. Mais j'ai envie de faire l'inverse aujourd'hui. Commençons donc par quelques trucs de Libre Média dont on pourrait faire la promotion. Et notamment, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est le magnifique calendrier des caricatures de Flegg. Oh. Donc ça, c'est Ça marche magique. fort. Ça marche Ah très oui, fort. ça marche fort. Ben écoute, Flegg, moi je l'ai dit plusieurs fois, puis ça ne me gêne pas de le dire. Pour moi, c'est le meilleur caricaturiste au Québec. Pas seulement pour les thèmes, parce que les thèmes me rejoignent davantage, mais la qualité des dessins est juste incroyable. Et aussi le fait que Flegg, c'est un caricaturiste qui écrit pas grand-chose. Tu sais, tu compares, mettons, à des fois, on voit les trucs de Y et il y a plein de textes. Comme si tu as besoin de plein de textes pour comprendre le sens de sa caricature. Flegg, c'est une image, des fois un mot, et c'est tout. Et tout le monde a compris. Tu sais, on se rappelle de la célèbre. Je sais que Vincent Geloso l'aime particulièrement, celle-là, celle où on voit la chaussure de Bruno Marchand et une célèbre chroniqueuse qui renifle l'odeur du tramway. Et il y a aussi celle de Valérie Plante avec les cônes oranges en train de s'amuser avec la fumée qui fait rire. Donc, c'est ça. Fait que ça marche bien, l'idée du calendrier des caricatures. Oui. La demande est assez forte. Ça nous permet aussi de tester ce qui va devenir éventuellement une boutique en ligne. Donc, il y a des volets, évidemment, Libre Média qui n'ont pas encore été lancés. Il fallait commencer par la base, là, qui est le journalisme. Donc, Flegg, qui est un personnage extrêmement populaire, en fait, aussi auprès du public. Je savais qu'il était populaire, mais peut-être pas à ce point-là. Donc, la demande est très forte. On a promis aux gens de faire autographier par Flegg les 100 premiers exemplaires du calendrier. Est-ce qu'on va étendre la mesure, si je peux dire, aux 200 premiers calendriers? C'est possible parce que vraiment, c'est une gestion. Il y a beaucoup de gens qui commandent le calendrier. On est content. Puis ça permet aussi, vous savez, de propager nos idées d'une manière comique et plus légère. Parce qu'il y a des caricatures là-dedans qui sont, disons, assez critiques du pouvoir en place. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, je viens de me c'est un beau prouver, produit. Puis, le fini est beau. Vous allez voir le papier, etc. Sur le plan matériel, c'est chic. C'est-tu très gros? Quelle place ça prend à peu près? T'en as-tu Non, un entre les mains? j'aurais le goût de me retourner, mais là, je sais pas, ils sont où, mais non, c'est à peu près comme ça, là. Je sais pas. Un calendrier assez régulier, là, Donc, si vous voulez remplacer votre calendrier de femme nue ou de pompier, c'est une très bonne occasion. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est encore populaire. À l'époque, il y avait le Dream Team. Ouais, je sais pas, le calendrier de. Je pense que ça se fait encore, le Dream Team. Ouais, mais c'est plus avec Radio X, mais je pense que le Dream Team, ça existe encore. Avec Summum, peut-être. Ouais, je pense que c'est Summum qui est derrière ça, effectivement. Ouais, peut-être. Non, en tout cas, j'ai trouvé que c'était une idée assez géniale. Tu m'ouvres la porte là-dessus. Tu parles de boutique. Est-ce que dans l'avenir, vous avez l'intention de migrer vers quelque chose où, par exemple, tu pourrais vendre tes propres bouquins sur la boutique de Libre Média, celle de vos collaborateurs ou invités? C'est un peu vers là que ça s'en va, de ce que je comprends. Oui, il y a deux volets qu'on veut développer en 2024. C'est le volet marchandises, donc la boutique en ligne, et le volet événementiel. OK. Donc ça, c'est vraiment les deux grands absents, mais il fallait y aller par étapes. Mais Libre Média, c'est aussi, au-delà d'un média, c'est un message, on pourrait dire une marque d'une certaine façon, pour parler de manière très commerciale. Donc, on va étendre un peu nos activités là, de cette façon-là.
Donc, des trucs assez complémentaires. Des événements, ben, ça serait probablement des conférences, des lancements, des causeries, des trucs comme ça. Je sais que vous avez un événement, vous aussi, prévu en Ouais. décembre, c'est ça? Mhm. Oui, exactement. On a le 13 décembre, avec nos Patreons. On aurait pu sortir du Patreon, mais en restant juste dans le Patreon, on a fait ça le compte. On a 160 billets de distribuer. On dit distribuer, non pas vendu, parce que c'est un événement gratuit pour nos Patreons, mais la scène de Bourgneuf, de notre côté, on va la remplir au complet. Là. Qui est devenue une salle de référence, en fait, pour toutes sortes d'événements d'extrême droite. Oui. Pas que je connais un peu, je serais pas content, mais ça l'amuserait, là. Mais enfin, vous comprenez, nos auditeurs Oui. comprennent l'ironie derrière ça. Ben justement, parlons-en d'extrême droite, parce que là, dans les derniers jours, ben en fait, ça fait peut-être parce que il y a quelque chose qui se passe sur la scène internationale, c'est que les médias et les gens, les pseudo-experts, découvrent l'existence de nouveaux pays une fois de temps en temps. Là, ils ont appris où était Israël le 7 octobre à cause de ce qui s'est passé avec le Hamas. Donc là, ils sont devenus des experts en sionisme. Et là, ils connaissent Théodore Herzl, toute la liturgie sioniste et l'histoire de la Palestine, tout ça. Et là, tout d'un coup, ils viennent d'apprendre que l'Argentine, ça fait pas juste des vins, ça. Il y a quelque chose qui se passe Ou là-bas. des footballeurs, mais... Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui se passe en Argentine. Et là, il y a une espèce de maniaque. On nous dit c'est le Donald Trump de l'Argentine. Comme je l'ai dit sur Twitter, à part la coupe de cheveux et un aspect polémiste là, revendiqué au niveau des politiques publiques, ça n'a absolument rien à voir. Mais eux, c'est vers là qu'ils s'en vont. Même hier soir, je voyais qu'on nous disait, bon, le gars qui a été élu aux Pays-Bas, ce serait aussi le Donald Trump des Pays-Bas. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe avec Donald Trump. Lui, c'est plus quand même identitaire là, aux Pays-Bas. Comment il s'appelle déjà? Geerts. Ouais, c'est Geerts Wilder. Ouais, lui, par exemple, il est plus sur l'immigration musulmane. Évidemment, un thème qui est en Argentine. Donc, mais tu là, comprends on est l'idée vraiment que face c'est un peu ridicule que maintenant, Zemmour, c'est Trump, Éric Duhem, c'est Trump, Milei, c'est Trump, Poiliev, c'est... Là, tu te dis, ben, écoutez, là, Donald Trump, y a-t-il autre chose que... Est-ce que c'est devenu maintenant le cadre de... C'est plus gauche-droite, c'est gauche-Trump. C'est de la paresse. C'est ça maintenant. On va remplacer le fameux quadrillé là, où on voit gauche-droite, libertaire, autoritaire. Ça va être gauche-Trump. On dirait que c'est devenu ça maintenant. Et toi qui connais beaucoup l'Amérique latine, la politique là-bas, ça t'a inspiré quoi, la victoire de Milei? J'ai vu que vous avez quand même publié un texte. Là, en fait, je pense que c'est toi-même qui as signé ce texte-là qui s'appelle Javier Milei, victoire contre le gouvernement monstre. Je vais le partager c'est à le texte l'écran. qui accompagne l'entrevue vidéo que j'ai faite avec Mme Claudia Perrault à Buenos Aires, qui a été en passant contactée par Radio-Canada après ma première entrevue avec elle. Je pense que c'est moi qui a inspiré le choix de l'intervenant au dernier reportage de Radio-Canada qui est passé au téléjournal, parce que les gens m'ont dit hey, c'est ton intervenante, Jérôme, qui est au téléjournal. Effectivement, Mme Claudia Perrault a été interviewée par Jean-Michel Leprince. Donc, je pense que Jean-Michel Leprince a vu les entrevues. Enfin, sinon, c'est vraiment un hasard exceptionnel parce que Claudia Perrault, moi, je l'ai connue parce qu'elle avait écrit à Buenos Aires, en Argentine, un texte où elle me citait. Donc, c'est comme si j'avais dit, plus d'une année, je l'avais contacté en voulant dire, mais merci de m'avoir cité dans un journal latino très connu, Infobae, qui est le journal le plus lu en fait en espagnol. Donc, j'avais été assez content d'être cité là-dedans. Donc, puis Mme Perrault parle très bien français. Donc, ça nous amuse parce que je ne suis pas sûr que Radio-Can il viendrait chez moi pour me faire parler de l'élection au Mexique, par exemple, présidentielle en juin. Mais n'hésite pas à nous voler, entre guillemets, parce qu'évidemment, ça se fait et c'est correct, nos intervenants. Donc, un petit clin d'œil à Radio-Can. Vous pouvez nous la donner. Non, mais ça me fascine ce que tu viens de dire là, parce que apparemment, tout ce qu'on fait, c'est de la désinformation. Par contre, on le sait tous, on est observé en cachette par plusieurs. On est observé, écouté, lu en cachette par plusieurs.
Tout à fait. Puis soudainement, on sent parfois notre influence dans le contenu des médias traditionnels sans jamais nous nommer, puis c'est correct, je veux pas qu'ils nous nomment, mais ça me fait rire. Vous passez votre temps à dire qu'on désinforme, vous passez votre temps à dire de vous méfier des médias alternatifs et vous venez chercher du contenu chez nous pour vous inspirer. C'est un double discours qui est fascinant. Oui, puis je la sens effectivement, cette influence subtile, des fois moins subtile qu'on a sur les médias traditionnels. C'est pas de la vantardise de ce matin. Mais là, forcément, il y a des gens qui me l'ont dit. Là, Hey Jérôme, c'est ton intervenante. Je l'ai interviewé. En fait, j'étais dans les premiers à m'intéresser au phénomène Milei dans le monde francophone. C'est pas compliqué. Tucker Carlson, lui, il est allé à Buenos Aires quelques semaines après notre première entrevue avec Mme Perrault. Je pense pas que Tucker, par contre, ait vu notre entrevue. On s'entend. C'est pas ça que je dis. Mais on est un petit peu d'avance. Puis, forcément, c'est ça. Ça a été écouté. Et là, les gens me disent... et là, quand je l'ai interviewé, madame, de toute façon, lundi, elle me dit Radio-Canada vient de sortir de chez nous. Puis, enfin, bref, des petites anecdotes comme ça. Mais oui, il faut dire que puis sur l'Amérique latine, ben, Libre-Média est très, très orienté vers l'Amérique latine. Donc, c'est tout à fait logique que ceux qui s'intéressent à l'Amérique latine suivent Libre-Média. Parce qu'on est probablement un des seuls médias au Québec qui garde un œil attentif sur la région. Enfin, bref. C'est ironique parce qu'effectivement, c'est des gens qui... c'est un peu hypocrite quand même. C'est un peu hypocrite comme genre de... Ben, en fait, le message, c'est... Prenez-les, les intervenants, il n'y a pas de problème, mais il faut juste arrêter de dire qu'on fait juste de la désinformation. C'est ça que je dis, oui, parce que c'est normal. Moi aussi, ça m'est arrivé de si quelqu'un est interviewé par le Figaro, moi aussi, je l'aimerais ça l'avoir. Son point de vue intéressant, c'est pas un reproche. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est la posture des grands médias face aux médias émergents. Ben, écoute, nous, on a été les premiers au Québec à donner de la visibilité au jeune Français Samuel Fitoussi. On l'a reçu, nous, alors que personne ne le connaissait au Québec pour un document qu'il avait écrit sur la COVID. Finalement, on a entendu parler de lui dans des journaux et il y a quelqu'un au Devoir qui a écrit un texte sur son dernier bouquin, Woke Fiction. Est-ce qu'il a entendu parler de lui en nous écoutant en cachette? Je ne le sais pas, mais chose certaine, c'est que c'est nous autres les premiers à y avoir donné une tribune au Québec, et ça, je le sais. On sent qu'il y a une certaine... Bon, les gens, ils voient passer des choses, tout ça. Tant mieux d'une certaine manière. Écoute, je reprends un peu le titre que tu as écrit, Javier Milei, une victoire contre le gouvernement monstre. Et je fais le lien entre deux trucs dont tu as parlé. Et tu as écrit aussi là-dessus. Je sais que tu as fait une chronique avec Morel là-dessus. Tu as parlé du livre de Catherine Dorion, dans lequel elle se décrit, elle, comme une anti-système, une rebelle, tout ça. Et moi, je me dis, bon, des gouvernements de gauche dans le monde qui ont les idées de Catherine Dorion, là, il y en a un et un autre qui ont été élus dans l'histoire. Il y en a plusieurs. Bon, c'est grosso modo en 99% du temps des échecs monumentaux. Mais bref, on est loin d'être dans l'anti-système dans le sens où ces idées-là de gauche ont été politiquement représentées un peu partout. Là. Elle enfonce des portes ouvertes, page après page. Elle enfonce des portes ouvertes. Des portes de garage, là, pas des petites portes. Là, je veux dire, l'ouverture est assez gigantesque et elle rentre là-dedans. Elle rentre là-dedans. Vraiment, c'est révolutionnaire dans tout ça. Absolument. Par contre, je suis obligé de vous dire qu'en 2023, dans le contexte des gouvernements obèses partout en Occident, la vraie rebellitude, entre guillemets, et le vrai anti-système, c'est ce genre de monsieur-là, qui d'ailleurs, c'est le premier président de l'histoire humaine à se revendiquer, ou pour chef d'État, à se revendiquer ouvertement comme un libertarien et vraiment dire, OK, nous, c'est une rupture radicale avec le modèle de la social-démocratie où le gouvernement doit prendre sous son aile tous les citoyens et leur donner des soins, leur faire ci, leur faire ça. Lui, il y a une phrase qui dit qui fait le tour un peu, là, il dit « Je ne suis pas ici pour guider des moutons, mais pour réveiller des lions ». Et ça, cette phrase-là, elle en dit long sur l'arrière-plan idéologique de ce genre de personnage-là. C'est-à-dire que, attendez pas de moi que je sois le guide de la nation et le bon père de la nation. Moi, ce que je veux, c'est réveiller les êtres libres en vous. Prenez votre vie en main. Arrangez vos affaires par vous-même. Arrêtez d'attendre des mamelles de l'État une nouvelle giclée.
c'est vous devez être maître de votre propre destin, être libre. Finalement, c'est le nom de son mouvement, là, la liberté avance. Je pense que c'est comme ça qu'on l'a. Avancé, oui. La liberté avancée. De ce que je comprends, tu as un peu la même lecture que ce que j'en fais, là, peut-être préciser oui. Par contre, Javier Milei a dû faire alliance avec une droite beaucoup plus conservatrice et beaucoup moins libérale. Ça, c'est un petit peu moins entendu de notre côté. Mm-hmm. Et j'en parlais hier à Agustín Laje. On va sortir l'entrevue aujourd'hui. J'ai fait une entrevue avec Agustín Laje qui était dans le bunker de Javier Milei à Buenos Aires, à l'Hôtel Libertador, dimanche. Donc, Agustín Laje, qui est l'intellectuel latino-américain le plus entendu dans le monde hispanophone, qui est un énorme marché en passant. Là, on parle de 500 millions de personnes. Il est suivi par 1 million de personnes, Agustín. Je ne sais pas si je viens de le dire. Donc, j'ai fait une entrevue avec lui. Il m'explique que c'est ça, que dans le fond, Javier Milei a quand même pris des positions anti-avortement qui ne correspondent pas à une position libertarienne. Donc, toute la question de la religion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le choix, dans le fond, de courtiser un électorat plus à droite et plus religieux, d'une certaine façon, en Argentine. Ça vient du système à 2 tours, dans le fond, qui l'a obligé un peu à aller vers là? Non, je pense qu'il fallait peut-être, il y a eu 3 tours. Ça, c'est un peu spécial, là. Il y a eu 3 tours, en fait. Mm-hmm. Je pense que non, stratégiquement, ça faisait partie de sa stratégie. Là, quand il a réalisé d'abord au premier tour qu'il avait une chance de peut-être devenir président. Là, je pense qu'il y a tout un travail sur les réseaux sociaux aussi qui a été fait pour convaincre la droite, disons, qui n'était pas libertarienne, la droite sociale peut-être. La droite catholique, en gros, là, on est en Argentine, donc on n'est pas du tout dans un écosystème comme le Québec où la rénovation de salle de bain a remplacé la religion. Là, on a encore une religion. Oui, ben c'est un peu ce que j'avais commenté avec Sam lundi soir. Mais c'est un peu ce que j'avais commenté dans un podcast lundi soir avec Samuel. Je disais, il faut prendre en considération aussi qu'on est en Amérique latine. C'est-à-dire que même des leaders d'extrême gauche comme Hugo Chavez sont arrivés en se disant « Moi, je suis le Christ révolutionnaire », tout ça. Donc, que vous soyez à gauche ou à droite, la mouvance catholique et croyante ou pro-vie, tout ça, c'est elle qui domine, là. De gauche à droite, même si, oui, ça existe, la mouvance plutôt... Le libertarianisme est plus compatible avec un univers culturel anglo-saxon. On le sait. Oui. Donc, que ça prenne racine en Argentine, c'est assez spécial. Mais quand en même temps, ça s'explique facilement. Lui, c'est un libertarien, mais il a été assez stratégique pour rallier. La vice-présidente est une vraie conservatrice, là, qui n'est pas une libertarienne. Il peut y avoir une alliance, là. Par contre... Puis il y a comme une reconfiguration des droites. Mais oui, il faut toujours garder en tête qu'on est en Amérique latine. Oui, il y a des parallèles à faire avec le Québec, c'est sûr. Mais on est dans une société qui se polarise très vite. D'ailleurs, qu'il n'y a pas eu aucun heurt dimanche est assez étonnant, d'une certaine façon. Parce que c'est une société en crise perpétuelle, là, l'Argentine, on oublie, mais d'un point de vue économique, c'est pas juste qu'il y a eu 140 % d'inflation dans la dernière année, c'est que l'inflation a commencé dès 2018 à des taux de 25 % et plus. Là. Ben oui. Je veux dire, pensez-y, là, ta monnaie, tu n'es pas capable de t'en mettre de côté, elle perd de la valeur. Je veux dire, si tu mets de l'argent de côté, ça perd de la valeur très, très, très vite. C'est démotivant pour un être humain de vivre dans ce contexte-là. C'est que ton épargne se fait détruire à tout bout de champ. Tu n'es pas capable d'épargner. Tu privilégies le dollar américain au lieu de ton peso local. Donc, tu viens vraiment dans une situation où est-ce qu'à un moment donné, c'est pas vivable. C'est pas vivable à long terme, cette situation-là. Vincent nous disait en privé, Vincent Geloso, il disait, parce que on parle des alliances, puis les gens disent « Ah, il va trahir ce qu'il avait proposé », tout ça. Puis ce que Vincent disait, c'est compte tenu de l'état de l'Argentine et de l'importance que prend le gouvernement monstre là, dont tu parles, même s'il ne fait pas le tiers de ce qu'il a annoncé faire, ce sera une révolution. Là. Donc, les concessions, il y a tellement de place à faire des réformes que même s'il fait des concessions sur 50 % et plus des propositions qu'il a amenées en campagne, ce sera quand même une révolution sociale là-bas, dans le sens qu'il y aura des trucs qui vont sauter. Là. Il a déjà annoncé que dans 21 jours, je ne sais pas trop, tel ministère allait être fermé. C'était à la condition féminine, ça, c'est sûr.
Ouais, à Fuera Todo, la fameuse vidéo, on le voit arracher ministère par ministère là, sur le mur. Il va sûrement le faire pour une couple de ministères, dont celui de la condition féminine. Je ne sais pas le nom exact. Il faut comprendre qu'effectivement, tu as une fonction publique qui est presque à caractère héréditaire. Vraiment des véritables parasites, mais ça va au-delà de ce qu'on connaît au Québec. Au Québec, on n'est quand même pas rendu au point où on est fonctionnaire de père en fils, là. Heureusement. Ouais. Peut-être chez les juges, chez les avocats, on a encore un caractère un peu héréditaire. Je ne pense même pas que ça existe chez les médecins. On est vraiment une société, nous, aplanie, là, démocratique. À ce point de vue-là, on peut dire que c'est positif. Presque trop aseptisé, là. Mais donc, en Argentine, vous avez vraiment des parasites incroyables qui vivent vraiment sur le dos des travailleurs, là. C'est-à-dire qu'ils ne produisent rien comme valeur et qui, c'est ça, ont des postes en fonction publique pour faire, grosso modo, la promotion du wokisme en Argentine. Donc, un pays où il y a des vrais problèmes, là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, encore en Argentine, quelque part dans les montagnes, ne mangent pas le matin, là. Donc, parler de l'importance du mouvement LGBT, puis l'importance de reconnaître les droits des trans en Argentine, dans des barrios qui sont des presque quasi bidonvilles, c'est carrément se foutre de la gueule des gens, là. Donc, vous avez une fonction publique complètement déconnectée, encore plus déconnectée que la nôtre, qui est focalisée sur des problèmes qui sont à des années-lumière de ceux de la population. Et ça explique aussi une grande partie du rejet de cet État monstre. C'est-à-dire l'État, non seulement est inefficace, mais il est aussi monopolisé par des gens complètement à l'ouest, là, comme disent les Français, Ouais. sur le plan idéologique. Donc, à travers Milei, sa victoire, il y a un rejet de la religion woke. Ça, c'est clair, qui a pénétré l'Argentine. Puis ça, c'est une idée qui a été importée des États-Unis, on le sait. Mhm. Donc, il y a une forme de colonisation aussi idéologique à ce niveau-là. Et Donc, c'est un peu ça qu'il appelle la casta politica. J'aime bien. ouais, puis Agostino, il parle de la mafia politica. Politica, donc ça, c'est encore plus fort. Ouais, la caste, c'est cette. C'est drôle parce que des fois, je me suis mis à parler un peu, à utiliser un peu le concept de caste à l'échelle québécoise. Ça m'amuse, là. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on est devant une sorte de régime d'apartheid. C'est-à-dire que vous avez le secteur public puis le secteur privé, puis finalement, le secteur public, c'est vraiment le lieu de gens qui ont des privilèges et qui peuvent vivre de manière assez pantouflarde en marge du reste de la population qui travaille véritablement. C'est quand même un peu ça à quoi on peut observer, Il y a aussi à quoi on peut assister ici, mais je dirais pas, en tout Ouais. cas, je garde certaines réserves. Là, mais il y a aussi, Jérôme, moi, ce qui me fascinait, c'est de voir des gens qui étaient comme surpris de ça. Puis moi, je disais, mais écoutez, ils ont 140, comme Yann l'a dit, il y avait 143 d'inflation l'année dernière. Et son opposant principal, je dirais pas est l'architecte de tout ça, mais est l'ancien ministre le ministre de l'économie sortant, qui, s'il est élu, va continuer à appliquer la même politique que ce qui les a amenés là, finalement. Là. Donc, oui, il ne faut pas. Ça va au-delà de l'inflation. Tu peux pas emprunter d'argent là-bas, là. C'est pas compliqué. Non, c'est ça. Mais tu sais, l'inflation, évidemment, ça va au-delà d'une seule personne puis d'un ministre. Mais quand même, je pense ce monsieur-là symbolisait l'inflation d'une certaine manière. C'est comme si. Mais c'est le ministre de l'économie, puis rattaché au parti institutionnel. Donc, c'était vraiment. Il ne peut pas être plus polarisé entre l'establishment et un candidat anti-système. Sergio Massa, c'est le. Ouais, c'est le Hillary Clinton de l'Argentine. De l'establishment, de l'État profond argentin, si on peut dire. Moi, j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis le début, puis je pense que tu es une bonne personne pour y répondre. Tu sais, là, il y a un certain enthousiasme du côté droite de l'échiquier politique avec Milei, que ce soit dans le style, pour des conservateurs un peu plus traditionnels, ou dans l'avènement, enfin, de quelqu'un qui prône la liberté du côté plus libertarien des droites qu'on connaît. Est-ce qu'il y a quand même un danger? Parce que je veux dire, ça reste l'Amérique latine. Ça reste que le pouvoir corrompt généralement. Est-ce qu'il y a un danger de voir ce gars-là carrément se transformer en quelque chose d'autre qui finalement est très control freak, par exemple, puis viendrait qu'à vouloir se maintenir en place ou des choses comme ça? Tu vois tout ça dans tes cartons qu'on pourrait voir l'avènement, parce que c'est quand même
une révolution, mais une révolution peut amener à des choses moins chic, généralement, surtout dans des pays comme l'Amérique latine. Et pour ce profil-là, ce serait vraiment une trahison de son programme, de ses idées. Ce que j'ai appris hier, c'est aussi que l'un des facteurs, des éléments déclencheurs de l'arrivée de Javier Milei en politique, c'est le confinement. Mhm. OK? En Argentine, tu as eu ce qu'on appelle la quarantaine obligatoire et ça a été extrêmement contesté. Donc, on a eu un régime sanitariste extrêmement fort pour un pays d'Amérique latine, rien de ce qu'on a pu observer au Mexique, par exemple. Donc, vraiment un clash. Donc, les élites, en plus, ont fait le jeu du sanitarisme, tout ce qu'on a connu, avec un confinement de style militaire. Et Javier Milei a été l'un des principaux critiques du confinement en Argentine. Donc, tu me parles de contrôle social, il irait vraiment en contre-courant de ce qu'il a prôné. Donc, ça, c'est un élément très intéressant qui n'était absolument pas soulevé dans les médias, là. Donc, le rôle de la pandémie dans l'avènement de Javier Milei en politique. C'est vraiment pas négligeable. Par contre, ce qui va être difficile, c'est que Milei arrive dans un contexte géopolitique vraiment marqué par une domination de la gauche sur le continent. Donc, on a toute une panoplie de présidents à gauche dans des pays qui ne sont pas négligeables comme le Mexique, la Colombie, jusqu'à récemment le Pérou, mais Pedro Castillo a été tassé du pouvoir récemment. Il y a évidemment Gabriel Boric au Chili et il y a Lula. Lula, quand même, le président du Brésil qui est la gauche-gauche. Donc, il doit vraiment composer avec un écosystème là, ultra-gauchiste en Amérique latine. Là. Donc, c'est vraiment totalement contre. Quand lui arrive, c'est un clash immense. Non seulement la gauche latino-américaine est extrêmement forte et les présidents sont dédaigneux. Là. Ils ne voulaient pas tout à fait. Ils n'ont pas eu le choix de reconnaître la victoire de Milei, mais c'est vraiment à contre-cœur qu'ils le font. Et la Chine qui, de plus en plus, étend son pouvoir en Amérique latine. Donc là, vous avez deux blocs. Là. J'ai été étonné de voir là, hier. Bon, Milei, tu sais, il est déjà plus modéré. Là. Déjà, entre dimanche et aujourd'hui, là, tu vois, en fait, dès qu'il a appris qu'il était victorieux, il s'est modéré beaucoup. Il y a Sarah Johnson, il l'a pas sorti là, en gagnant. Là. Et donc, là, hier, sur X, il publie la note, la lettre du président chinois qu'il reçoit. Bon, parce que Milei avait dit que les Chinois, finalement, avaient un régime totalitaire avec lequel il ne voudrait absolument pas négocier. Il a dit des trucs vraiment énormes là, sur le plan diplomatique. Pareil pour le Brésil. On ne peut pas concevoir qu'un président argentin ne reçoive pas un président brésilien. Là. C'est comme si le Canada ne voulait pas recevoir le président des États-Unis. Ça n'a aucun sens. Ouais. En fait, il a dit vraiment des trucs énormes, là, le type. Il a créé un personnage duquel il doit survivre. Là. Ça, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh, le gars, il l'échappe assez. Là-dessus, il échappait beaucoup. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire que tu n'auras pas de relation avec la Chine. Vous comprenez? Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que tu coupes, tu abolis les relations étrangères tant qu'à ça. Donc là, tu vois, Milei, cette semaine, au palais, t'es président, OK, la Chine, on pourra peut-être parler à ces gens-là. C'est 1 milliard de personnes, c'est la première puissance dans quelques jours. Là. Mais en même temps, ça peut faire. Son arrivée peut faire un peu tache d'encre. C'est-à-dire que. C'est même Boc Côté qui écrivait ça hier dans sa chronique. Je voulais un petit bout là, de ce qu'il écrit parce que je pense que c'est vraiment il est vraiment sur le point là-dessus. Là. Il parle des finances publiques puis justement de l'arrivée de certains leaders comme ça. Puis il dit il faut en fait inscrire la présente crise dans une perspective plus large qui dépasse le Québec. Bon, il parle des grèves dans le secteur public, tout ça. Il dit partout, l'État-providence en Occident est en panne. Il s'est laissé aller à une forme d'obésité bureaucratique qui le rend à peu près irréformable, quelle que soit la bonne volonté des gouvernements qui s'y essayent. Plus encore, les classes moyennes vampirisées fiscalement sont taxées et imposées de manière démesurée, non plus pour obtenir des services, mais pour financer l'entretien d'une bureaucratie qui ne cesse de vouloir encadrer la vie des gens pour justifier sa raison d'être. On point. C'est vrai ça. Et ça, là, tu sais, je veux dire, malgré l'opposition que des leaders sud-américains peuvent avoir contre Milei, les gens, là, eux regardent ça et se disent « Oh, ça pourrait peut-être venir chez nous. » Aujourd'hui, ça, cette chronique-là, OK, je le vois ici. Oui, c'est ça. C'est une chronique il y a quand même quelques heures, je crois. Là. Et de côté, ça s'accroche un peu aussi à la reconfiguration de la droite. Là, il appartient à ce camp-là. Donc, des fois, il y a comme des
ça lui prend, mais il reste fondamentalement un péquiste, là, mais bon, on peut lui pardonner. Oh, On ouais, peut c'est ça. concevoir qu'il y a Mais, des péquistes dans le de monde. temps en temps, il y a une bonne présence au marbre et le lendemain, ça s'effondre. Ah Mais ouais, moi je construis un line-up de frappeurs puis je le mets dans mon équipe. Il est peut-être 8e frappeur, peut-être pas 4e. Oh, oui, tout à fait. non, non, c'est ça. Sa parole est importante, sauf des fois, c'est ça. C'est que l'État, c'est pas bon, mais quand c'est pour protéger la culture québécoise et notre réserve faunique, là, ça vient très, très bon. Donc, Mais- tu sais, c'est là, on déplore TVA a besoin de subventions, mais finalement, l'État-providence C'est est ça. en crise. Ouais, bon, OK. Donc, Mais tu sais, on dit souvent que le Québec est en retard sur plusieurs trucs. Tu sais, par exemple, on a vu la mayonnaise poilièvre se prendre dans l'Ouest canadien. Finalement, c'est arrivé jusqu'à Toronto, le centre-ville même de Toronto, dans certains comtés. Et là, on sent, les derniers sondages montrent que ça arrive au Québec. Mais ce que je veux dire, c'est que la réalisation que l'État obèse est en train de s'effondrer sur lui-même, qu'il ne remplit plus aucune de ses missions, que plus on met d'argent, moins ça fonctionne, tout ça. Il y a des endroits qui s'en rendent compte par la force des choses, avec 140 d'inflation ou ce genre de trucs-là. Mais moi, et il y a d'autres endroits qui vont s'en rendre compte, mais ça prend toujours plus de temps. Mais moi, ce que j'observe, c'est que les leaders politiques qui sont en train d'émerger, depuis quelques mois, quelques années. Ils sont en rupture totale avec la vague qu'on avait. Tu sais, il y a eu une vague un peu qui était marquée par le début de Obama. Après ça, ça a amené Justin Trudeau, ça a amené Macron, ça a amené la fille en Nouvelle-Zélande qui s'est fait foutre dehors. Il y avait tous les politiciens qu'on voyait émerger, mettons, fin des années 2000, début 2010, tout ça, c'était tous des politiciens de la gauche un peu vides, là, c'est-à-dire pas trop d'idées, on parle un petit peu de vélo, un petit peu d'LGBT, et on semble être arrivé à la fin un peu de ce cycle-là, et tu regardes toutes les nouvelles figures qui émergent au Canada, Poilievre, aux États-Unis, des DeSantis, Vivek Ramaswamy, Milei, on voit ce qui se passe dans plein de pays européens. Il y a comme un genre de réveil de ce type, de ce nouveau type de politiciens-là qui, avant, c'était tabou. Là. Yann peut en témoigner là, dans le temps qu'il militait à l'ADQ. Quand tu arrivais pour dire aux gens, écoutez, on va couper dans le gras, tout ça, la panique pognait automatiquement. Et là, on a des politiciens qui de plus en plus arrivent et disent non, non, il faut nettoyer le foutoir bureaucratique que sont devenus nos pays. Ça ne fonctionne plus. Et ça semble, au Québec, pas encore, mais dans beaucoup de pays, ça semble ça fait aussi, plus là. peur aux gens. Avant, ça faisait peur aux gens. Il y avait l'impression que c'était comme. Je pense qu'au Québec, oui, cette réflexion-là est en train d'émerger. Ben moi, je pense Le que. discours sur le front commun, tu sais, c'est paradoxal. C'est-à-dire, quand c'est des gens, ça les concerne leur revenu personnel, là, bon, ils vont devenir peut-être syndicalistes. C'est ça. C'est ça que j'expliquais. C'est le front commun, tu sais, c'est pas être contre, être insensible aux enseignants, c'est réaliser que quand même bien qu'on doublerait le salaire de tous les employés du secteur public, on n'aura pas réglé la moitié des problèmes du Québec. Là. Donc, c'est ce truc-là. Je ne sais pas. Donc, le discours selon lequel les services rendus reflètent symétriquement les conditions de travail de ceux qui les donnent. Attendez, là, ça veut dire qu'on aurait des soins de santé exceptionnels de la part des médecins. Là. Moi, j'y crois pas. C'est-à-dire que les syndicats n'ont jamais manifesté d'intérêt en 60 ans pour la collectivité dans son ensemble. Et là, tout d'un coup, on devrait nous faire croire que ces gens-là se préoccupent du bien commun. Le discours sur la solidarité au Québec, c'est le plus gros bluff de l'histoire. C'est vraiment une incroyable connerie. Là. C'est-à-dire des fonctionnaires qui se pognent le cul tout le confinement dans des chalets au Mont-Sainte-Anne et qui nous parlent de solidarité. C'est ça que c'est incroyable. Donc, le mot solidarité est le mot le plus galvaudé au Québec. Donc, c'est sûr, moi, le Front commun, parce que je veux si bien. la qualité des services publics était réellement en cause, les revendications sur le salaire seraient peut-être justifiées, certes, mais une chose est sûre. La première chose qui prendrait le bord des conventions collectives, puis tout le monde est d'accord avec ça, c'est l'ancienneté. Si réellement vous voulez améliorer la qualité des services, puis vous voulez avoir des conditions de travail qui vous permettent d'engager des jeunes infirmières, d'engager des jeunes professeurs et de voir ces jeunes-là rester dans le système avec un niveau de motivation élevé, la première chose qui doit prendre le bord de la fenêtre, c'est l'ancienneté. Si vous n'êtes pas prêt à sacrifier l'ancienneté, je suis désolé, vous n'êtes pas solidaire, vous ne voulez pas des services publics de qualité. Ce que vous voulez, c'est maintenir votre rapport de force, maintenir votre poste, maintenir vos acquis
et vous n'avez pas la société québécoise à cœur. Je suis désolé, mais c'est pas le cas. Mais c'est le même problème qu'avec l'immobilier, ça, Yann. Ce qui se passe dans la J'ai fonction peine à publique, croire que. c'est que. Pourquoi je dis que c'est le même problème, c'est que c'est la personne qui veut s'acheter une maison, là, elle est scandalisée de voir que l'immobilier est devenu inaccessible pour elle, tout ça. Mais un coup que tu l'as acheté, ta maison, et qu'elle prend de la valeur, puis que tu t'enrichis avec ça, toi, que ce système-là perdure, ça fait ton affaire. Là. Tout à fait. Donc, quand tu es dans un système basé sur l'ancienneté, quand tu rentres, ça te fait chier de taper les jours de nuit, les remplacements un peu partout, puis de l'horaire de merde, jamais de vacances, jamais. Sauf que quand tu atteins ton poste permanent à cause de ton ancienneté, est-ce que tu veux qu'on abolisse le système? Ben non, parce que là, tu es installé. Comme le système électoral. Ben oui, c'est une espèce de système de caste comme ça, de mini-caste, où tu gravis, puis un coup que tu arrives à l'échelon confortable, ben là, le système contre lequel tu as chialé toute ta vie, maintenant, t'arrange. Donc, c'est pour ça que ça ne peut pas changer, parce que c'est un peu toute l'histoire de l'explosion du prix des maisons dans la région de Toronto. C'est-à-dire que des gens qui possèdent des bungalows en carton dans Toronto qui valent maintenant 1 million n'ont absolument aucun intérêt à ce qu'il y ait une libéralisation du marché, qu'on permette plus de construction parce que leur bungalow va passer de 1 million à 600 000 et éventuellement peut-être moins. Donc, eux, ils veulent protéger ce système-là. C'est tout le problème des systèmes comme ça qui sont implantés. C'est qu'un coup qu'ils sont là, ils deviennent sclérosants, puis tous ceux qui en bénéficient vont se battre jusqu'à leur mort pour qu'on ne l'abolisse jamais. Fait que, les gens qui sont dans la rue avec les pancartes Front commun, eux autres, ben oui, on veut des nouvelles ressources, les jeunes, puis les salaires, puis tout, mais si tu leur dis, OK, parfait, pour attirer des jeunes de qualité dans l'enseignement, on va abolir ce que Yann vient de dire, puis on va permettre d'engager des jeunes de qualité, puis les meilleurs auront les classes qu'ils veulent, les autres choisiront en dernier, puis ça va être une méritocratie. Ils n'en veulent absolument pas de ça. Là. Tout à fait. Ils n'en veulent absolument pas. C'est pas en payant des skidoo aux gens du secteur public qu'on va régler quoi que ce soit au Québec. Puis, les choix de consommation aussi. Là. Moi, j'ai habité quand même 4 ans à Mexico. J'ai vu un peu c'était quoi la vraie pauvreté. Là. C'est parce que vous n'êtes pas nécessairement pauvre. Là. C'est juste que vos choix de consommation sont vraiment de marde. Non, mais bien souvent, faites des choix financiers d'abord qui sont relativement intelligents. Peut-être que vous n'avez pas l'argent, vous achetez un skidoo à 125 000 cette année. Et peut-être qu'à partir de là, vous allez comprendre que vous n'êtes pas si pauvre que ça. Non, mais écoutez, là, on est au Québec, le monde a des pick-up à 60 000. J'espère qu'ils l'ont dans leur entreprise. Mais regardez comment les gens consomment. Les gens n'ont aucune éducation économique. Ça dépense n'importe comment. C'est endetté, caprice après caprice. Je ne veux pas jouer le méchant insensible. Non, mais tu as raison. Il y a beaucoup de choix qui relèvent de la consommation. En fait, beaucoup une situation qui relève des choix de consommation. Là. Ben, ce matin, il y avait encore un article dans le journal. Excuse-moi de te couper. Il y avait encore un article dans le journal ce matin qui nous disait que les Québécois, la vaste majorité, selon le dernier sondage, ne remettent absolument pas en question leur plan de voyage. Pour les prochains mois. Qu'est-ce qu'on entend? Les gens sont dans des banques alimentaires, ils ont de la misère à boucler les fins de mois, ils sont plus capables de ci, ils sont plus capables de ça. Il y a des gens qui s'alimentent mal. Mais par contre, le voyage à Cuba, lui, il fait toujours partie, il est toujours dans les cartons. Puis, tu sais, comme tu dis, moi non plus, je veux pas écœurer le monde avec le choix de vie. Ils font bien ce qu'ils veulent. Mais il faut aussi comprendre maintenant que si vous êtes en train de faire la file dans une banque alimentaire, j'espère au moins que vous ne faites pas un voyage à Cuba cet hiver. Là. Ben ça, on a un texte à Ibrahimazia là-dessus. Hein, écoute, tu penses que c'est combien ça serait quasiment 15% de la population québécoise qui aurait recours aux banques alimentaires. Là. Donc, il ne s'agit pas de juger les gens. Là, puis je ne suis pas contre le skidoo. Là, c'est un sport qui a le droit d'exister. Mais et je ne prône pas non plus la simplicité volontaire, mais force est de constater que il y a des choix très douteux qui sont faits dans plusieurs ménages, on le sait. Et donc, est-ce que vous êtes si pauvre que ça? Je comprends que le Québec n'est pas la province la plus riche au Canada, mais enfin, moi, je ne veux pas aller trop loin, là, mais oui, à un moment donné, il faut juger un peu le monde. Ouais. Mais tu sais, pour revenir à Milei, parce qu'on s'en va vers la conclusion, là, j'ai l'impression que les Argentins, par la force des choses, l'inflation qui leur a explosé en plein visage, ont compris quelque chose que les Québécois n'ont pas encore compris. Le constat est le même.
On n'a pas eu à comprendre non plus. Je veux dire, on panique avec l'inflation, mais gardez en tête que notre pire chiffre a été de 8 points quelques %. Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que eux ont compris que pour avoir un véritable changement, pour qu'il y ait quelque chose qui bouge, il fallait aller à sens inverse de ce qu'on fait et qui ne fonctionne pas. Au Québec, au Québec, les gens, si vous leur parlez, là, faites le test dans votre entourage, les gens sont au courant que le système de santé ne fonctionne pas. Ils sont au courant que, puis regarde, je ne ferai pas la liste, vous comprenez ce que je veux dire, ils sont au courant que rien ne fonctionne. Par contre, ils sont encore emprisonnés dans l'idée que si on fait juste mettre des bonnes personnes à la place de celles qui sont là, ça va se mettre à mieux aller. Autrement dit, si on remplace François Legault par PSPP, les choses vont se mettre à mieux aller. Ça, c'est un grand mystère, hein, vous l'avez vu. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de ça en conclusion? Il y a un auteur très important, israélien, Shlomo Sand, qui a écrit un livre très critique de l'État d'Israël qui s'appelle « Comment le peuple juif fut inventé ». Là, quelqu'un pourrait écrire maintenant « Comment la remontée du PQ fut inventée ». Vraiment, on est devant quelque chose d'assez frappant. Ce qu'on peut comprendre, c'est le retour au bercail des boomers déçus par l'espèce d'affairisme nationaleux de la CAQ. Ça, il y a un mouvement qu'on comprend. Là. Ils ont transféré à la CAQ, qui repasse au PQ. Mais on sait qu'il y a un effet québécois là-dedans. Là. C'est qu'il était en l'espace de quelques semaines. Ben oui. Donc, moi, j'en prends puis j'en laisse. Là. As-tu hâte que Libre Média soit assez puissant pour contrôler la politique comme ça, Jérôme? On va commander des sondages. C'est un pouvoir qui doit être assez enivrant. Là. Soyons francs. Ah oui. Parce que, juste rappeler aux gens qui l'ont peut-être oublié, là, moi, je me rappelle très bien durant la pandémie de quelques articles, entre autres de José Legault, de Denise Bombardier, où il y avait littéralement des déclarations d'amour au premier ministre qui étaient faites dedans. C'est un grand homme, le sauveur. Oubliez pas que les gens assis dans un restaurant au Normandin ou au Tim Hortons qui lisent ces trucs-là, là, ça a une influence sur leur perception de la réalité. Et que du jour au lendemain, on l'a daté même, ça s'est passé pendant l'élection, la dernière élection, mais ils sont trop pris tard pour que ça ait un impact. Mais il y a eu un changement du jour au lendemain. La CAQ est devenue critiquée pratiquement tous les jours dans les médias de québécois et on a commencé à nous dire que le jeune PSPP, qui n'est pas si jeune que ça, est pratiquement la réincarnation de René Lévesque, qu'il est excellent, il a gagné tous les débats, il est intègre, il a à cœur la nation québécoise et il y a eu tout le cirque alentour du serment au roi. Et là, il y a comme un narratif qui s'est installé, alors que ce parti-là n'a fait aucune proposition concrète pour améliorer tout ce qui. La seule chose dont ils ont parlé, c'est des trucs symboliques et éventuellement l'indépendance du Québec, mais sur le concret, il n'y a eu aucune proposition en santé, aucune en éducation, aucune en finance. Ils n'ont rien à proposer pour la région de Québec. Ils critiquent la CAQ, mais ils n'ont rien à proposer. Non, c'est des adorateurs du modèle québécois. C'est ça, là. Moi, la seule et unique proposition avec laquelle je suis d'accord au PQ, c'est la souveraineté. Rien d'autre. Absolument rien d'autre. Et je ne me rallierai pas au PQ avant un éventuel référendum. Donc, je pense que j'ai plusieurs années devant moi. Mais non, moi, après, je pense que le PQ serait plus intègre que la CAQ au pouvoir, c'est vrai. La CAQ est vraiment un parti d'affairistes. On voit que les Kings de Los Angeles, je veux dire, c'est sûr, là, on peut comprendre aussi les gens du Front commun. C'est-à-dire, vous donnez une subvention, c'est combien? 5 millions? 8 millions? 5 à 7. Bon, 5 à 7 millions à une équipe de hockey américaine. Les Canadiens, on le sait, étaient prêts à venir gratuitement. Ça, avec des gestes comme ça, là, on peut comprendre les gens du Front commun. C'est-à-dire, où vous mettez l'argent, bon, les subventions à. C'est quoi déjà les batteries, c'est ça? Oui. Donc, il y a tout un paquet de décisions. Le recours à McKinsey qui s'est enrichi considérablement. Bon, il y a un paquet de choix du gouvernement Legault qui sont vraiment là, très, très, très questionnables. Donc, je pense que le PQ serait plus intègre, aurait une gestion peut-être plus transparente, sans doute, au pouvoir, mais ce serait la même promotion mur à mur du modèle québécois. Même pas le début d'une réflexion sur l'État monstre, le gouvernement monstre. Et si tu ne comprends pas les causes fondamentales du déclin du Québec, puis tu penses défendre le Québec, ben moi, écoute, pour moi, c'est une contradiction permanente. C'est comme le nouveau logo du PQ. C'est un serpent qui se mord la queue.
Puis c'est complètement aveugle face. C'est fascinant d'une certaine façon. Les péquistes sont fascinants dans leur aveuglement. Mais c'est incroyable. Moi, l'image que j'ai quand je pense à la politique québécoise et la manière dont elle est discutée, c'est comme si vous aviez un restaurant un peu délabré, les pâtes tiennent avec des chimes en dessous des pâtes, tout est défraîchi, les lumières allument plus, le menu est absolument exécrable. Et tout ce qu'on fait, c'est changer le chef cuisinier en lui demandant de toujours refaire le même menu. Surtout mettre le menu en français, là. Ouais, puis les seules fois où on se plaint du menu, c'est que justement, c'est pas écrit en français. Mourir en français, c'est ça qu'on s'apprête à faire, là. Mais c'est une fixation. J'ai eu une fille de la CNESST qui m'a appelé hier. Puis elle était super fine, là, puis tout ça, mais elle était là, elle dit là, dans votre entreprise, il faut établir les taux. Là, vous faites des pauses casse. Puis là, elle me disait tout le temps pause casse. Puis là, j'étais là, je dis, madame, c'est pas de casse. Ouais, non, mais il faut que j'utilise le terme francophone là, dans ma déclaration. Il faut que je reformule un peu votre balado-diffusion, madame. Balado-diffusion. Ah, elle dit, c'est ça que je cherchais. J'étais là. Mon Dieu. Viens-tu de passer 10 minutes au téléphone, principalement pour corriger mon formulaire qui n'était pas bien rempli parce que j'ai utilisé un terme anglais dedans? Là. Tu sais, il y avait d'autres petites questions qu'il y avait à ajuster, mais j'étais là. Mon fils était à côté de moi, puis c'était la première fois de sa vie qu'il avait une expérience avec un fonctionnaire. Puis quand on a raccroché, puis il a tout entendu les questions futiles qu'elle me posait, puis là, j'étais là, j'ai dit, à la couche dessus, là, j'ai d'autres choses à faire dans ma journée. Puis elle était super fine. C'est pas une critique de la gentillesse de la personne, loin de là. Mais quand j'ai raccroché, mon fils me regarde et dit, c'est-tu moi, papa, ou elle comprenait rien de ce qu'elle faisait? Puis j'étais là, j'ai dit, ouais, mais je veux dire, j'ai pas le choix d'y répondre. Mon formulaire, il faut qu'il soit bien rempli si je veux avoir mon bon taux de CSST pour la nouvelle compagnie qu'on vient de créer. Puis j'ai pas le choix d'y répondre. Ouais, mais il dit, c'était donc bien long, ça finissait plus. Je sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle me fait perdre mon temps. Je suis d'accord, j'ai pas le choix. Je suis obligé. Puis, une partie de la discussion, c'était pour la traduction de podcast en français. Elle pensait que c'était postcast. C'est incroyable. Ça donne le goût de sortir la scie mécanique. Quel personnage? Est-ce que Millet, en terminant, va survivre, c'est ça, au personnage qu'il a créé? Il a créé un monstre aussi. Là. Donc là, oui. Son défi, c'est de conserver l'espèce d'image de rebelle qu'il a créée, qui est plus qu'une image, là, qui est qu'une identité, tout en devant, évidemment, composé avec toutes les forces contraires, les vents contraires. Donc, on va voir, mais allez voir notre entrevue avec Agustín Laje, qui est en espagnol sous-titré français, à l'heure où on se parle actuellement, elle est presque en ligne. Absolument. Donc, on renvoie les gens à aller directement sur le site de Libre Média. Donc, libre avec un... YouTube aussi directement. Absolument. Donc, libre avec un -media.com. Vous avez accès au contenu là-dessus. Vous devez éventuellement vous abonner pour avoir le contenu complet, pour voir souvent, c'est ça, on clique sur un article, on a peut-être 30% qui apparaît, puis après, il faut se connecter pour voir le reste. Mais c'est ça le nouveau modèle, les amis. Hein? On arrive en 2024, dans pas long, il y a du contenu qui est donné gratuitement. Et il y a du contenu payant pour s'en mettre plus sous la dent. C'est ça. C'est soit on fait comme les médias mainstream, on devient esclave des gouvernements qui payent 70% de notre salaire. Et de temps en temps, le téléphone sonne, dit « Hey, c'est quoi cette chronique-là? Tu vas m'enlever ça du journal. » C'est ça. Non, mais la liberté a un prix. Vous avez vu les nouvelles subventions? Oui, vous en avez parlé. Oui, on en a parlé notamment hier. Justement, en citant le texte, je pense qu'il avait été écrit par... c'est Simon Leduc qui a écrit le texte pour vous. Je ne me souviens plus exactement. Mais vous avez un texte sur Libre Média là-dessus, sur la subvention salaire, le crédit d'impôt pour le salaire dans les médias qui est tout simplement scandaleux. La combinaison du crédit provincial et fédéral peut atteindre jusqu'à 70%. C'est hallucinant. Là. C'est hallucinant. Puis, sur des salaires... Tu sais, je veux dire, je sais que vous avez des débuts tranquilles chez Libre Média, mais je veux dire, tu n'es pas rendu à payer tes journalistes 85 000 par année là, de ton côté. C'est indécent. Puis, ce qui est indécent, c'est pas de payer quelqu'un 85 000. C'est que les gens qui vont gagner 85 000 et potentiellement plus dans les médias écrits, c'est des gens qui produisent
2 à 3 textes par semaine maximum. Là. Quand on parle de journalisme, là, réellement, il n'y a pas beaucoup de gens qui produisent plus que 5 textes par semaine. Là. Il n'y en a pas beaucoup. À l'ère de l'intelligence artificielle, des correcteurs automatiques et de l'abondance des agences de presse, 5 textes par semaine, c'est une productivité extrêmement médiocre. Oui, puis encore là, c'est une question de Ça qualité. dépend. Si c'est 5 entrevues, avec chaque texte, tu as 2 intervenants. Fair enough. Ça dépend. Ça dépend le texte comme tel. Un texte, un article de fond par jour, où je pense que ça se tient, honnêtement. Mais on sait que c'est pas ça. Mais si vous n'avez pas, ça dépend de la qualité de vos recherches. Avez-vous appelé quelque part à l'international? Ça dépend ce que vous avez fait aussi. Là. Mais il y a combien de textes? Il y a combien de textes dans les médias traditionnels que c'est des pures traductions de l'étranger, que c'est des pures copies d'agences de presse, qu'il y a très peu de contenu c'est sûr, le modèle, c'est un gaspillage sans fond. Là, Radio-Can et tout. Les gens se déplacent, ils ont un caméraman, ils ont un photographe qui n'est pas nécessairement le caméraman. Ça va très loin. On paye des chambres d'hôtel à tout le monde, à tous les correspondants de Radio-Can qui ne sont pas une personne, mais 2, 3, peut-être 4. C'est fou, là. 4 billets d'avion, 4 chambres d'hôtel. Comme si le journaliste ne pouvait pas prendre son téléphone pour prendre une photo. Il y a des iPhones maintenant, là, vous comprenez? C'est fou, là. Après ça, ils se demandent pourquoi ils ne sont pas rentables. Non, mais foutez de ma gueule, là. C'est incroyable. Exact. Donc, merci Jérôme d'avoir été là. Libre Média, on le rappelle, le site web, la chaîne YouTube. Abonnez-vous, allez supporter ce contenu-là, allez vous abonner et nous, on se reparle la semaine prochaine